Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Stram, qui est thérapeute complémentaire en kinésiologie dans son propre cabinet, Un temps pour soi à Coutances. Christelle, bienvenue sur le Hopcast. Merci Thomas, merci de m'avoir invité et puis je me réjouis de pouvoir faire cet échange avec toi aujourd'hui pour pouvoir présenter la kinésiologie. Oui, merci beaucoup à toi d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, dans cet épisode, on va découvrir ensemble la kinésiologie, un domaine que je connais peu, mais que tu vas nous expliquer, que tu vas nous faire découvrir. Et le but, c'est de le relier aussi au sport santé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience, nous dire un peu ton parcours, tes spécialités, et surtout aussi comment tu es passé de la pharmacie à la kinésiologie? La pharmacie à la kinésiologie. J'ai bien lu ta description. Oui. Alors, je suis passée de la pharmacie à la kinésiologie simplement parce que j'ai arrêté la pharmacie à un an de ma deuxième. Mon deuxième enfant, parce que ça devenait plus intéressant par rapport au temps de travail que j'avais. Donc je me suis consacrée à 100% à mes enfants pendant quelques années. Et puis j'ai découvert ensuite les thérapies complémentaires et alternatives pour venir en aide à mes enfants d'ailleurs. C'est eux qui m'ont finalement fait découvrir ces thérapies. Et puis j'ai commencé par le Reiki, et puis ensuite 2-3 petits cours par-ci par-là, et puis ma curiosité, les opportunités, et puis mon envie d'apprendre m'a amené à découvrir ensuite la kinésiologie, puis entrer dans la formation complète en fait. Mais c'était un peu un hasard, c'était pas un projet en fait au départ. Okay. Voilà. Et depuis quand tu fais la kinésiologie? La kinésiologie, j'ai fini le cursus de formation de thérapeute complémentaire en kinésiologie en 2019, et puis ensuite j'ai passé 3 ans plus tard le diplôme fédéral. Ok. Et puis que tu as ouvert Un temps pour soi? Un temps pour soi, ça fait 10 ans cette année. 10 ans. Oui, donc avec au départ uniquement le Joyeux Reiki. anniversaire. Mais merci. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en termes simples qu'est-ce que la kinésiologie? Oui, alors la kinésiologie, c'est en fait l'étude du mouvement, donc dans sa globalité par contre. Donc on n'est pas seulement sur le mouvement physique, on est aussi sur le mouvement des énergies internes, le mouvement de la vie finalement. C'est une méthode qui a été mise en place dans les années 60 par un chiropraticien en fait, des États-Unis, qui a découvert dans ses pratiques de chiropracteur qu'il y avait des muscles qui n'arrivaient pas à retrouver leur tonus malgré les manipulations qu'ils pouvaient faire. Et en cherchant le pourquoi du comment, il est arrivé sur la médecine traditionnelle chinoise. Il a fait le lien avec l'énergie des méridiens et certains muscles et organes. Et puis de là, il a vraiment trouvé des points à appuyer, à toucher, donc les points neurolymphatiques, les points d'acupressure, etc. Et là, il a fondé la kinésiologie appliquée. Ok. Puis comment ça fonctionne de manière générale? Alors, la kinésiologie appliquée, elle a été au départ uniquement validée par les chiropraticiens, les physiothérapeutes. Donc ensuite, il y a eu une version, on va dire, simplifiée de la kinésiologie, où là, on va travailler avec les muscles, donc comme les chiropraticiens, mais dans une approche plus simplifiée du test musculaire. Okay. Et puis on va tester différents muscles pour vérifier leur énergie, et de là aller voir le lien qu'ils ont avec les méridiens pour retrouver en fait l'équilibre du muscle en allant faire les équilibrations demandées par rapport à ce qu'on a comme outil. Et donc, de quel domaine, justement, ça peut être utilisé? À peu près tous les domaines. Très vaste. Donc, c'est vraiment une thérapie holistique. Donc, on va travailler sur autant le côté psychologique, mental, que le côté physique, que le côté nutritionnel aussi, parce que certains déséquilibres peuvent venir de problèmes nutritionnels. Et donc on va pouvoir travailler avec des personnes qui, par exemple, ont eu un accident et puis doivent faire une rééducation, donc pour améliorer la rééducation, donc toujours en complément de travail avec un physiothérapeute, par exemple. On va pouvoir travailler aussi avec des personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, avec des stress, avec la gestion effectivement des émotions, avec des personnes en situation de burn-out aussi, et puis disons dans toutes les phases aussi de changement de la vie,
pour les jeunes avec la puberté, pour les personnes plus âgées, avec les femmes à partir d'un certain âge, avec les difficultés qu'il peut y avoir avec les différents cycles finalement, ou les hommes aussi, hein, bien sûr. Donc ça va depuis bébé, jusqu'au presque aux soins palliatifs finalement. Donc on peut vraiment travailler sur tout. Du moment où il y a une difficulté et que la personne n'arrive plus à trouver sa capacité d'auto-guérison. Donc en fait, on vient l'aider à retrouver ses ressources pour faire ça. Et puis toi, est-ce que tu vises plus une tranche de la population ou certains types de... Alors, je ne vise pas vraiment, mais j'ai quand même maintenant une population plutôt de mamans. Voilà, qui viennent pour elles ou pour leurs enfants? Alors, au départ, souvent pour les enfants, et ensuite pour après, elles. Pense à elles. Parce que souvent, on remarque que pour les enfants, c'est souvent au travers du travail avec les parents qu'on peut améliorer les choses pour les enfants. Donc c'est assez régulièrement les enfants d'abord et les parents ensuite. Un travail d'équipe. Un travail d'équipe, tout à fait. Est-ce que tu as des exemples concrets de personnes que tu as accompagnées? Je ne sais pas si tu les appelles patients, clients, membres, clients. Oui. On n'est pas médecin, donc c'est effectivement des clients. Et est-ce que tu as des exemples concrets des personnes que tu as accompagnées et puis que tu as vu des différences significatives après plusieurs séances ou après même une séance? Alors après, effectivement, ça dépend. C'est une thérapie brève. Hein, donc normalement, on n'est pas sur des longues périodes de suivi. Mais par exemple, récemment, là, il y a quelques mois en arrière, j'avais une personne qui a eu des graves problèmes au dos avec des opérations très, très douloureuses. Enfin, déjà des fortes douleurs et une opération qui a été pénible. Donc, elle était dans un complet blocage après cette opération, de peur d'avoir à nouveau mal. Donc elle était plus en contact, par exemple, avec son corps, elle était plus en contact non plus, elle n'osait plus aller marcher parce qu'elle avait peur de se blesser. Enfin, c'était vraiment quelque chose où elle s'était un peu coupée finalement de ses activités. Et puis, en fait, en une séance, là, en l'occurrence, il a suffi qu'on ait pu aller enlever finalement ces blocages dus à la peur d'avoir à nouveau mal. Et puis, elle a pu retrouver le plaisir d'aller bouger, le plaisir de jouer avec les enfants, que les enfants lui sautent dessus, ou des choses comme ça, par exemple. Voilà. Et puis, entre autres, comment ça se passe concrètement après, durant cette séance-là? Celle-là ou une autre séance ou une première séance pour une personne. Alors tu me fais découvrir ça il y a quoi, 1-2 semaines, quelque chose comme ça. Une première pour moi. Mais après, je pense que c'est différent aussi avec pas mal d'autres personnes. Est-ce que tu as un peu un fil rouge que tu suis? C'est différent à chaque fois? Il y a un fil rouge qui est donné par la thérapie complémentaire, c'est-à-dire qu'on a la phase rencontre, ensuite on a la phase travail, l'intégration et le transfert. Ça, c'est vraiment les 4 phases que l'on retrouve à chaque séance, à l'intérieur des séances, dans chaque phase aussi, et puis sur un entier de plusieurs séances, on va le retrouver aussi ce fil rouge. Par contre, chaque séance, c'est individuel. Donc, comme chaque personne est vraiment dans une individualité, il n'y a pas de construction où je dis, avant qu'une personne arrive, je vais faire ça, je vais aller faire telle et telle technique, etc. Ça dépend ce qui ressort un peu. Exactement, on suit vraiment le besoin de la personne. Donc, il y a la partie de la discussion, de la rencontre avec l'anamnèse, avec déterminer ce qu'est le besoin de la personne sur le jour ou sur un thème plus large. Et puis ensuite, le travail avec la kinésiologie, on a l'avantage de pouvoir avoir le test musculaire de précision comme outil de biofeedback. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir aller à ce que le corps nous demande. Donc on va tester le muscle et suivant sa résistance ou non, ça va nous indiquer où se diriger finalement dans la séance, que ce soit pour la recherche de la cause, de la difficulté de la personne, et également pour la recherche de l'outil utilisable pour retrouver son énergie. Donc c'est un peu la porte d'entrée pour les différents outils après que vous avez. Fait, oui. Et puis en quoi ça consiste de plutôt décrire, vu que tout le monde ne regarde pas forcément les images, mais à quoi ça consiste ce test musculaire? Alors le test musculaire, en fait, c'est un appui léger que l'on fait sur un muscle qu'on a dit le muscle indicateur au départ. Souvent c'est le bras, mais on peut utiliser tout plein d'autres muscles dans le corps, il y en a assez.
On va appuyer doucement sur ce muscle et en lui donnant l'information verbalisée, ou quand la personne pense à l'information pour laquelle elle est venue, le test va se montrer soit dans un muscle plutôt fort ou alors dans une faiblesse du muscle. Donc quand le muscle relâche la pression, ça nous indique que le corps montre un stress. Voilà. Puisque finalement le corps il enregistre tout, il sait à l'avance, il sait avant nous, avant notre cerveau en fait ce qui se passe. Le cerveau il est là pour ensuite prendre certaines décisions. Mais finalement, c'est le corps qui capte les informations en premier. Si je prends par exemple l'idée de toucher quelque chose de chaud, le cerveau, il ne sait pas que c'est chaud. Il a besoin du corps pour savoir que c'est chaud. Donc l'information, on l'a en premier par le corps. Donc c'est vraiment avec ce travail-là qu'on avance. Ouais. C'est très subtil, et quand tu m'as fait la séance, c'est vrai que ça doit être très fin à sentir de votre côté aussi. Ça dépend des personnes aussi. Il y a des personnes où ça relâche très fort, d'autres où ça relâche moins fort. Et c'est là aussi où c'est important pour nous, en début de séance, de faire ce qu'on appelle le contrôle musculaire, pour avoir un test clair, pour vraiment voir comment la personne répond au test, pour qu'on puisse finalement être en accord, le client et nous, par rapport à la réponse du test. Parce que ce qui est aussi important pour nous en kinésiologie, c'est que le client soit toujours au centre de sa séance. C'est lui qui ressent finalement le test et puis qui peut nous dire ça lâche, ça tient, parce qu'autrement finalement il serait qu'un pantin, puis on lui dit à la fin, bon ben voilà, il s'est passé ça, et puis voilà. Ça ne se pratique pas comme ça normalement, dans certaines pratiques le font, mais normalement ça ne se pratique pas comme ça. Donc le client il doit pouvoir rester actif dans sa séance. C'est vrai que tu me demandais beaucoup de visualiser, par exemple. Oui. C'est un travail mental pendant la séance, je trouve. C'est un travail mental, oui, mais ça permet vraiment de laisser au client la place pour qu'il puisse aussi se rendre compte des effets que certaines choses ont sur son corps, ont sur lui. Parce qu'on est vraiment aussi dans ce côté d'observation, de réapprendre aux gens à s'observer aussi. Parce qu'on a un petit peu oublié ça apparemment avec le temps. Ouais, c'est vrai, intéressant. J'étais plutôt dur à capter, ou ça allait? Ça va. T'as le droit de le dire ici, c'est moi. Non, ça allait. Après, pour ta venue, ce qui était différent, c'est que tu es venu pour découvrir, tu n'avais pas un objectif clair dans ton environnement, dans ce que tu vis au jour le jour. Je veux dire, tu as une vie équilibrée. Tes ressources, tu les connais, ton corps, tu le connais aussi. J'avais pas grand-chose à te montrer, sachant que tu as déjà tous les outils et tu sais les utiliser. Donc, il y a aussi un petit peu de ça. C'est vrai que c'est un peu différent. Oui. Mais c'était une découverte quand même. Voilà. Et du coup, après le test musculaire, quels outils vous utilisez pour continuer la séance? Alors, à la base, on a tous les outils de la médecine traditionnelle chinoise, enfin tous, une partie. Donc, on va utiliser le trajet des méridiens, on va utiliser des points d'acupressure, on va utiliser des points neurolymphatiques, des points neurovasculaires. Donc, c'est tous des points que l'on va masser, appuyer doucement sur le corps, suivant le besoin. Et puis ensuite, il y a tout plein d'autres outils qui maintenant se sont ajoutés aux méthodes de la kinésiologie, qui sont des méthodes que l'on peut retrouver par exemple dans la PNL, donc programmation neurolinguistique, des outils de sophrologie. Et puis moi ce que j'utilise beaucoup, c'est les outils de wellness kinésiologie, qui est une méthode en elle-même qui a plusieurs cours dedans, où on utilise beaucoup le travail avec les émotions. Parce que c'est plutôt mon domaine, c'est plutôt les émotions, où là on va travailler avec des outils tels que par exemple les rotations oculaires, pendant qu'on pense à une émotion positive ou qu'on nomme une émotion positive, puis une double négative, pour vraiment éliminer les stress à l'intérieur du corps. C'est une sorte un peu, quand je vois ça un peu plus de l'extérieur, c'est un peu une sorte de développement personnel avec une assistance, une aide à côté pour aller chercher peut-être un peu plus loin. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant les ressources de la personne, ses capacités d'auto-guérison, ses capacités à aller trouver ses ressources qu'elle a internes, à aller aussi découvrir ce qu'elle a comme possibilité aussi à l'extérieur. Vraiment, on est quand même dans le développement personnel, clairement. Et comment, en tant que kinésiologue, comment
ne pas être dans le, comment dire, dans le jugement un petit peu quand tu ressens quelque chose, de pas, enfin, je sais pas comment exprimer tout ça, mais être dans le jugement ou être trop dans, comment dire, ouais, dans le jugement, finalement, j'ai pas tellement d'autres termes. Alors, c'est des vraiment ressentis ou de te faire ta propre interprétation, toi, en tant que kinésiologue, et pas forcément ce que la personne ressent. Oui. C'est vraiment une posture. Ouais. Il faut, c'est un travail, vraiment, où là, quand j'entre dans le cabinet, je ne suis plus Christelle, la mère de famille, l'épouse, voilà, je suis la thérapeute. À partir de là, je suis dans cette posture qui permet d'entendre les besoins, les croyances, les certitudes de certaines personnes, même si ce ne sont pas les miennes. Ça, c'est clair. Après, on est dans l'échange, on est dans la relation, donc il y a des fois des choses qui pourraient me déranger, mais ça ne m'appartient pas, effectivement. Donc, c'est le respect des choix des autres. Je pense que toi, tu le fais aussi ici. Hein. Ouais, c'est une sorte de coaching mental. Il y a aussi du coaching mental. On a les possibilités aussi de faire des intervisions avec d'autres thérapeutes aussi, des fois pour pouvoir débriefer sur certains cas qui peuvent être plus lourds, qui peuvent peut-être être plus nous toucher aussi, parce que dans le jugement, il y a aussi le fait que dans certaines situations, ça peut être des choses qui nous touchent trop ou pour lesquelles on a été nous-mêmes, par exemple, blessés dans certaines situations. Donc là, on a aussi toute une possibilité de pouvoir discuter avec certaines collègues de certains cas pour pouvoir aussi se dégager un petit peu de ce trop-plein, si nécessaire. Mais du coup, vous impliquez beaucoup la personne quand même. Si toi, tu ressens quelque chose, par exemple, sur un des tests, après, il faut t'impliques la personne et pas dire « Ah, j'ai ressenti ça, donc c'est ça ». Oui, alors, en kinésiologie, normalement, on ne travaille pas avec les ressentis. Okay. Voilà, c'est vraiment le test musculaire. Après, je peux avoir des idées. Je peux me dire, c'est pas des ressentis, c'est peut-être des compétences, des connaissances qui me font penser que moi, dans cette situation, je vois ça, ça, ça et ça. Voilà, et je peux les exprimer. L'important, c'est de jamais les exprimer de manière ferme et définitive, mais plutôt comme des propositions, pour que la personne ait vraiment ce ressenti de se dire, là, maintenant, je reçois l'information, mais ce n'est en aucun cas une vérité, donc je peux en faire quelque chose ou pas. Voilà. Donc c'est vraiment de garder cette distance et de ne pas décider pour l'autre. Ouais. Finalement, on est beaucoup dans de la communication, et c'est vrai que moi je le vois de plus en plus aussi ici, on est dans de l'activité physique, du sport santé, mais après il y a tout l'aspect communication, comment amener les gens vers les chemins qu'ils auront choisis après eux-mêmes, mais on est là aussi pour conseiller sur quel chemin prendre. Voilà. Mais après, une fois qu'on a conseillé, le reste du chemin ne nous appartient pas. Dans la thérapie, comme toi pour le coaching, tu peux te donner à 100%, mais dans ton 100%, tu n'arriveras jamais au-delà des 50% du chemin que l'autre personne doit faire de son côté. Après, moi, souvent, des fois, ça me fait penser à ça, parce qu'on nous remercie quand ils ont eu des progrès, des résultats, par exemple, dans leur santé, dans ce qu'ils ont pu faire, etc. Et puis, mais merci beaucoup, c'est grâce à vous. Là, nous, on n'a fait que donner les outils. Alors, certes, on a donné le cadre et tout qui faisait que ça a favorisé ces résultats-là, mais après, c'est grâce à la personne. C'est elle qui est venue régulièrement aux séances et tout. Dans une séance de thérapie, il y a la partie transférée, la partie intégrée. Et dans la partie intégrée et transférée, c'est qu'est-ce que vous avez trouvé de cette séance, qu'est-ce que vous en avez pris, et surtout, dans certains cas, il y a par exemple des mises en route à la maison, des actes à mettre en route. On n'est pas responsable du fait qu'ils les mettent en route ou non. Donc c'est clair qu'on ne fait pas des miracles en kinésiologie, je n'ai pas de baguette magique, j'aimerais bien mais j'en ai pas. Mais effectivement, il y a des fois où clairement, si un comportement est vu comme négatif durant une séance, que le corps nous montre que ce comportement-là n'est pas bon, qu'il faut trouver autre chose, et puis qu'on regarde avec la personne, qu'elle dit « Ah ben oui, ça je vais plutôt faire comme ça » et compagnie, donc c'est tout bien. Mais si ensuite, à rentrer à la maison, elle ne le met plus en place et puis qu'elle continue à
à faire l'activité ou son schéma. C'est clair que la fois suivante, ça n'aura pas beaucoup changé. Voilà. Donc, et là, on n'est pas responsable. On travaille aussi sur le fait de ramener l'autonomie et la responsabilité aux personnes. Souvent, dans la thérapie, on a quand même une partie de la clientèle qui vient chercher un miracle, qui vient en disant « sauvez-moi ». Voilà. Désolé, je ne peux pas. Voilà. Ne pas oublier d'être acteur et actrice de sa santé en général. Voilà. Nous, on n'est pas là pour... on n'est pas des gourous, on n'est pas des guérisseurs, on soigne et on ne guérit personne, en fait. On s'inscrit vraiment dans une complémentarité, mais la complémentarité, elle aussi avec le client. Pas seulement avec le reste de la médecine, finalement. Oui, tout à fait. Et puis, pour des personnes qui ont fait des séances, peut-être plusieurs séances, qui ont appliqué certaines choses dans leur vie, dans leur quotidien, quel bienfait tu as pu entendre qui est ressorti de tout ça? Souvent, beaucoup de liens avec l'estime de soi, la confiance en soi. C'est quand même ce qui ressort la plupart du temps. Après, une amélioration de la santé en général, ça dépend bien sûr de quel était le thème de base, mais souvent il y a une remise en route en fait de la personne. Donc elle vient avec un thème, mais je dirais que dans une thérapie, souvent le thème c'est le symptôme de départ qui fait que cette fois il faut que je fasse quelque chose parce que par exemple j'ai une douleur qui maintenant est trop importante, donc il faut absolument que je fasse. Les médicaments que le médecin me donne ne servent à rien, mais j'ai toujours mal et puis je vais voir une thérapeute ou un thérapeute et à partir de là, souvent il y a plein d'autres choses qui sortent. Finalement, la douleur, c'est ce qui amène la personne au cabinet, mais finalement le seul corps, il s'est dit, allez, elle ne veut pas y aller de son propre gré, elle n'a pas vu que ça n'allait pas encore, je vais lui mettre une petite douleur, un petit mal de ventre persistant, un petit quelque chose comme ça. Et puis, une fois sur place, finalement, on va des fois creuser un peu plus et puis on va travailler sur des fois des choses qui n'ont plus rien à voir avec finalement l'objectif de base. Et tout à coup, la douleur a disparu et la personne avait oublié qu'elle était venue pour une douleur. Voilà. Ça a lâché des choses. Ça a lâché des choses, Et puis, tu as dit que c'était un domaine qui venait de la chiropratie. Au départ, chiropratie, Est-ce qu'il y a des études qui font, des études scientifiques sur ce domaine-là, ou c'est encore c'est extrêmement compliqué. Il y a quelques études qui... Le problème, c'est que c'est du ressenti. C'est énormément le ressenti. Et que chaque séance est individuelle. Donc, c'est pas comme un médicament contre les migraines ou contre je ne sais quelle pathologie que l'on va donner un placebo à 25% de la population, etc. Donc, et puis qu'après, on peut mesurer vraiment des différences, puisque là, on est sur quelque chose de ressenti. Et surtout, on ne va pas appliquer le même médicament à chaque personne. Donc, il y a quelques études, mais le problème des études, c'est qu'il faudrait assez de monde. Il faudrait le financement, donc l'envie et le besoin de faire. Et la plupart des études sont plutôt orientées pour prouver que ça ne marche pas. Voilà, pour prouver qu'on ne peut pas prouver. Voilà. Mais après, études scientifiques, c'est une chose, mais après, il y a aussi toute l'expérience du terrain qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et si ça a des effets, c'est aussi le plus important, j'ai envie de dire. C'est exactement. Moi, je vois les effets, puisque je vois ma clientèle, je vois le bouche à oreille, je vois les parents qui envoient d'autres parents pour les enfants, je vois les messages en retour de temps en temps. C'est la meilleure étude. Voilà, c'est la meilleure étude. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, on est dans un domaine assez complexe au niveau des preuves scientifiques sur lesquelles on n'a pas vraiment réussi à mettre le doigt dessus. La médecine traditionnelle chinoise, il n'y a pas non plus vraiment d'études scientifiques et pourtant c'est millénaire. Et puis voilà. Mais tu sais pourquoi ils ont voulu amener ce complément en fait, les chiro? Alors clairement parce qu'ils s'apercevaient que les clients revenaient toujours avec le même problème. Et puis qu'ils avaient beau avoir fait le travail manuel correctement, le client il sortait du cabinet et hop, ça relâchait immédiatement. Donc ils se sont vraiment posé la question de se dire pourquoi quand je fais ce travail, il reste des muscles qui sont toujours en faiblesse, malgré le fait que physiquement, c'est rétabli finalement. C'est un petit peu comme si... admettons, toi qui as fait du sport de haut niveau, tu as eu des blessures, il y en a eu il n'y a pas très longtemps, ton corps il va se rappeler
de la blessure. Et finalement, il y a tout plein d'autres muscles autour de cette blessure qui sont mis en place, qui ont pris le travail, qui ont pris le lead à ce moment-là. Et puis, ça veut dire que celui qui a été blessé, il pourrait ne pas tout de suite retrouver sa place de leader. Parce que l'énergie de ce muscle, qui est lié à un organe, à un méridien, à quelque chose comme ça, a pu se dire, oui, ben, c'est les autres qui bossent, moi j'arrête. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ben, pourquoi un muscle, alors qu'il est réparé, il continue à lâcher quand on le teste finalement. Donc c'est de là qu'il s'est dit, il faut que j'aille plus loin et que je cherche le pourquoi du comment. Et c'est pour ça qu'il a allié finalement la médecine traditionnelle chinoise à la thérapie vraiment uniquement manuelle. Voilà. Okay, c'était vraiment pour aller complément plus pour loin. Pas aller, entre guillemets, que sur le physique, mais aller aussi dans toutes les autres sphères. Oui, et puis ensuite, ils ont ajouté l'aspect du côté émotionnel en remarquant que, par exemple, une personne qui venait de se faire remettre quelque chose dans le dos, je ne sais pas quoi, sortait, et puis prenait quelque chose, et puis hop, ça ressortait finalement, il devait recommencer. Et ils se sont aperçus que certains muscles sont liés aussi à certaines émotions. Donc quand une émotion a été mise à mal dans une période de notre vie, suivant ce qu'on est en train de vivre, cette émotion peut revenir finalement déséquilibrer notre muscle et créer ensuite une douleur. Donc c'est pour ça qu'après il y a eu aussi tout l'ajout du travail émotionnel au niveau du corps. Voilà. Et si on relie un peu au sport santé, comment tu verrais que la kinésiologie peut venir compléter parce qu'à mon avis, il y a tous ces éléments qu'on vient de discuter, mais après, il y a quand même une démarche où renforcer son corps, ça va aussi aider dans la thérapie complémentaire, dans la kinésiologie, on va travailler aussi justement, au départ, on est sur le mouvement, même si ça s'est agrandi, puis que maintenant, il y a des séances où on ne fait plus vraiment de tests en profondeur, mais finalement, ce qu'on recherche, nous, c'est amener la personne dans son équilibre, qui soit physique, mental et émotionnel, et enfin sur tous les plans. Donc pour équilibrer de manière physique, il faut que la personne, elle bouge. Pour nous, ça fait partie aussi du travail, parce que on sait que l'activité physique amène aussi le bienfait mental, le bienfait psychologique, etc. derrière. Donc comment l'amener dans le sport, enfin, comment amener la personne à faire un complément. Alors déjà, on a certains outils qui peuvent aider à améliorer la performance, mais là, on n'est pas dans une idée de performance, mais si une douleur, justement, est récurrente en sport santé, le problème, c'est que la personne pourrait venir de moins en moins souvent parce qu'elle en a marre d'avoir mal et puis qu'elle ne voit pas tout de suite les effets. Donc on pourrait, en kinésiologie, aller découvrir aussi le pourquoi de cette douleur chronique, par exemple, pour aider à améliorer cette situation, pour que le sport puisse renforcer avec le plaisir de venir au sport aussi, par exemple. Puis les douleurs, c'est tellement multifactoriel que des fois, d'aller impacter un peu différents justement facteurs, ça peut aider. Et là, tout ce côté qu'on a discuté, des émotions. En fait, c'est vraiment moi, je le vois presque comme un coaching émotionnel, mental et développement personnel en même temps. Oui. Mais c'est clair qu'on incite les gens à aller bouger. Alors après, ça dépend du thème abordé. C'est clair que si la personne, elle va juste passer un examen, quoique on lui dira, allez marcher en forêt avant l'examen, ça vous fera du bien. Ça c'est clair, ça dépend. Enfin, le mouvement est toujours finalement important, mais pour un enfant qui vient parce qu'il se réveille la nuit, on ne va pas lui dire d'aller venir s'inscrire à Hope Santé. Bon, les enfants, de toute façon. Et les enfants tuent le temps de plus. Mais voilà, ça dépend. Mais pour les adultes, effectivement, on sait qu'à partir, en plus, à partir de 40 ans, mais voire avant, il y a une certaine sédentarité qui s'installe. Pour les mamans, par exemple, c'est aussi de se dire elles ont vécu leur vie de maman. Du coup, elles ont mis un peu de côté pas mal de choses qui leur faisaient du bien parce qu'elles ont consacré ce temps en se disant j'ai pas de temps pour moi. On sait comment les mamans elles font. En général, elles oublient. Elles se disent que 5 minutes à consacrer, c'est pas 5 minutes pour elles, c'est 5 minutes pour les enfants. Puis qu'elles se retrouvent vers 40 ans
avec les enfants qui, du coup, sortent tout seuls, n'ont moins besoin de maman et compagnie, et puis se retrouvent un peu démunis avec des activités qu'elles faisaient avant que les enfants arrivent, 15 ou 16 ans avant, et puis que là, elles se retrouvent à ne plus trop savoir comment faire. Donc là, l'idée, ça pourrait être effectivement en kinésiologie, c'est des personnes que j'ai vers 40 ans qui du coup se disent c'est quoi ma vie, c'est quoi mon projet. Donc souvent, c'est des personnes qui se retrouvent aussi dans l'envie de changer de métier, voilà, mais aussi de se dire il faut que je me bouge. Et là, il faut retrouver la motivation. Donc là, en kinésiologie, on va pouvoir travailler aussi sur le fait de retrouver l'envie, la motivation, l'élan pour faire le premier pas de venir s'inscrire, par exemple, des choses comme ça, pour débuter quelque chose. Ouais. Okay. On est plus dans ce côté-là. Ouais. Et puis toujours pour rester pour les personnes de plus de 40 ans, comment tu pourrais, s'il y a des personnes qui souhaitent intégrer la kinésiologie dans leur routine de santé, est-ce que tu aurais des pistes à leur donner? Alors, on a quelques outils assez sympas parce que l'avantage de la kinésiologie, c'est justement qu'elle est aussi, c'est des méthodes qui sont éducatives, donc on a pas mal d'outils qui sont ensuite utilisables en toute autonomie, donc ça c'est vraiment génial. On a des outils pour des mises en route, par exemple pour la santé de manière générale, pour, on va dire, bien s'équilibrer dans toutes nos latéralité, verticalité et autres, 3D. Je vais y arriver. Là, on met les lunettes. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On va mettre des petites lunettes. Donc là, ça peut être des outils de mise en route matinale, par exemple. On a aussi les libérations de stress émotionnel qui peuvent permettre aussi aux personnes de libérer au fur et à mesure les excès d'émotions négatives pour ne pas se surcharger, donc de libérer au fur et à mesure les choses. On a certains outils aussi qui sont plus dans le mouvement, comme par exemple les mouvements croisés, on trouve dans le Brain Gym pour aider au niveau des apprentissages, mais qui sont des outils qui sont vraiment très bien pour vraiment mettre en route le corps, pour vraiment mettre aussi l'accent sur la connexion entre le cerveau et le corps, parce que souvent maintenant on est très dans le mental et on oublie le corps, et c'est un peu dommage parce qu'il nous sert quand même, donc c'est bien un tout petit peu. Voilà. Donc c'est pas mal de mettre en connexion les deux. Donc on a des outils comme par exemple le cross crawl, donc vraiment les mouvements croisés qui permettent de se reconnecter au corps et à la tête en faisant passer finalement toute la partie droite du côté gauche, etc. Donc ça c'est avec un mouvement avec les bras. C'est des mouvements les bras et les jambes. En fait, on va prendre notre main droite qu'on va amener sur le genou gauche, en direction de la jambe gauche, ensuite la jambe droite sur la. Puis qu'on enchaîne. Et on enchaîne comme ça avec un rythme plus ou moins. Alors on n'est pas en train de faire du sport à ce moment-là. Ouais, donc c'est plutôt c'est plus lent que quand on est dans l'échauffement. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Après, on a aussi certains points que l'on peut. C'est environ 30-40 secondes en général, c'est pas très long. Après, il y a d'autres procédures. Alors, il y a boire de l'eau. Ça, c'est la première équilibration en kinésiologie, c'est boire de l'eau, puisque finalement, c'est notre carburant principal. Après, on a aussi certains outils vraiment pour la mobilité qu'on peut aussi vraiment proposer, par exemple, pour les personnes un peu plus âgées, qui sont les gates. Ce sont des points que l'on trouve au niveau des pieds, à la hauteur des métatarses, voilà, des métatarses, voilà, qu'on peut aller masser pour stimuler finalement l'énergie et puis différents points. J'imagine que dedans il y a des points de lymphatique et tout, et ça les stimule pour vraiment faire que l'énergie puisse se remettre en mouvement, et ça aide beaucoup à l'agilité, donc ça c'est, voilà, par exemple. Et tu n'avais pas un point que tu m'avais montré un peu au niveau des tempes? Alors la libération de stress émotionnel, donc c'est les deux doigts que l'on colle et que l'on met sur notre front, sur les petites bosses. Voilà. Qui là c'est vraiment, on tient, on pose en fait, on dépose. Ces deux points-là, c'est ce que je parlais du point de libération de stress émotionnel. Donc là, ça permet vraiment, quand on vit une situation avec un stress, avec une difficulté quelconque, c'est vraiment de relâcher
le côté émotionnel. Donc on fait revenir en fait le sang au niveau du cortex préfrontal pour avoir à nouveau accès à nos pensées, à nos idées, à notre capacité de raisonnement, à notre capacité de faire un pas en arrière sur la situation, de pouvoir la voir dans sa globalité plutôt que dans la focalisation du problème. Enfin, voilà. Donc tu poses et puis après tu fais quoi? Tu après, respires. tu restes avec ta situation tout en respirant le plus calmement possible jusqu'à ce que les pensées vagabondent ailleurs. Donc quand tu commences à te demander qu'est-ce que tu vas manger ce soir, c'est que le stress a disparu. Voilà. À part si c'est stressant de se faire à manger le soir. À part, là tu refais une libération de stress émotionnel jusqu'à ce que tu aies trouvé ce que tu fais à manger ce soir. Et puis, mais du coup, c'est une sorte un peu de... Enfin, comme c'est le cross-crawl, t'as dit? Oui. Ouais. Là, qui est plutôt, j'ai l'impression, une sorte de méditation un peu active. Et puis l'autre, où c'est pas du tout comme ça que vous l'êtes. Non, cross-crawl, on n'est pas dans la méditation. Vraiment, on est dans la mise en action du corps. On est vraiment dans la mise en mouvement. Mais du coup, tu penses... Le but, c'est de penser tu à rien. Tu penses à rien. Okay. Enfin, si tu peux. C'est pas facile, ouais. Les pensées, là, on n'est pas dans une histoire de stress et tout. On est vraiment dans une mise en route. Okay. Donc, il n'y a pas de pensée particulière à avoir. C'est vraiment mettre en route le corps. Vraiment pour l'aider. Donc, ça peut être une routine matinale, aussi, simplement. Complément de la routine articulaire qu'on propose. Complément de la routine articulaire. À venir découvrir. Après, une fois qu'on a mis toutes les routines de toutes les techniques ensemble, il nous faut 4 heures pour commencer sa journée, mais ce n'est pas grave. Ouais. Bon, là, on parle de la routine cross-crawl, on parle de 30 secondes, 30 secondes, une minute. Et par exemple, la routine articulaire qu'on aime bien conseiller aussi ici à Hope Santé, on parle, une fois qu'on la connaît, pour toutes les articulations principales, de 3 à 5 minutes. Enfin. Donc au final, c'est... Disons que pour prendre soin de soi, je trouve que c'est pas beaucoup. Finalement, pas beaucoup, on passe tous, je pense, 3 à 5 minutes sur notre téléphone. C'est ça. C'est bien le problème qu'on a maintenant. C'est effectivement, on n'a pas le temps pour prendre soin de soi. On a le temps pour. Prend pas le temps. Non, c'est ce que je disais. On n'a pas le temps, mais en fait, si on l'a, mais il faut être un peu égoïste et puis penser à soi en premier. Puis ça, c'est souvent un peu le problème, c'est qu'on pense à d'autres choses. Et puis on met pas sa santé en avant. En fait. Mais je pense que c'est aussi une question de priorité. Et malheureusement, des fois, ça devient une priorité quand il y a déjà le pépin de santé, la blessure, etc. Les symptômes. Et du coup, des fois, ce serait mieux d'être dans une démarche plus préventive et en même temps, un bien-être global dès le départ. On essaye de travailler dans la prévention. C'est clair que, par contre, souvent, j'ai quand même les gens qui viennent, on n'est plus dans la prévention, mais j'ai quand même maintenant pas mal de gens qui viennent avant que ça casse. Voilà. Moi, je pense aussi aux gens qui viennent ici. C'est ça, des fois, malheureusement, c'est le déclencheur qui fait que la personne va s'inscrire. Parce qu'il y a eu un problème cardiaque, parce que... Bon, pas toujours, voilà, mais des fois, c'est le déclencheur. Parfait. Voilà. Moi, je suis venue pour donner le bon exemple à mes clients, pour leur montrer que c'est important pour un thérapeute complémentaire de prendre soin de soi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ça fait 2 ans déjà. 2 ans, plus de 2 ans. Plus de 2 ans que tu es ici à Hope Santé. Et effectivement, moi, j'avais besoin d'une ressource extrinsèque pour aller bien. Donc, ma seule motivation pour faire des choses seule, en activité seule, ne me suffisait pas. Donc, c'était pour moi important de trouver ça. C'est ça aussi qu'on cherche en kinésiologie, c'est de trouver qu'est-ce qui est la bonne chose pour la personne. Donc, ne pas non plus se forcer à aller dans quelque chose qui ne nous convient pas du tout, mais trouver des alternatives qui nous permettent vraiment justement, comme moi, par exemple, de me mettre en mouvement et de rester en mouvement. Voilà. C'est ça, des fois, le challenge. Oui, parce que s'y mettre, ça va. Après, mais sur la durée, pour que ce soit effectivement quelque chose qui continue et puis que ce ne soit pas juste le côté c'est mon nouveau truc, j'aime bien pendant 3 mois, puis après j'en ai marre. Pas le truc bonne résolution. Et puis voilà, l'histoire du 1er janvier qui dure jusqu'au 15. Et puis voilà. C'est ça. Effectivement. C'est le plus difficile, mais après, une fois qu'on est régulier, en fait, je dis c'est le plus difficile, mais je pense qu'une fois qu'on a passé ce premier pas déjà, qu'on a passé de prendre ce nouveau rythme, après ça devient presque un besoin finalement, parce que le corps il est bien fait, il donne des bonnes hormones après. Il se débrouille pas mal, effectivement.
Ensuite, quelles sont les idées reçues ou des fausses croyances qu'il y a dans ce monde de la kinésiologie? Il y en a peut-être beaucoup. Peut-être alors, ce n'est pas une secte. Ouais, voilà, nous ne travaillons pas dans le domaine de l'ésotérisme. Effectivement, je ne travaille pas non plus dans les ressentis ou des quoi que ce soit. Il peut y avoir des intuitions, des choses comme ça, mais on n'est pas dans les ressentis. On a vraiment un outil qui nous dit oui ou non, hein, finalement, quand les on feedbacks teste. corporels. Après, il y a nos connaissances, et puis peut-être nos affinités avec certaines choses. Voilà. Ensuite, on ne fait pas des miracles. Voilà, peut-être. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aussi? Alors, c'est clair que comme dans toute thérapie, il y a des dérives, il y en a encore, il y en aura toujours, hein, finalement. On peut être même médecin et puis être déviant, hein, finalement. Donc, la thérapie complémentaire et la kinésiologie, la thérapie complémentaire, en plus, maintenant, c'est quand même un métier qui est cadré. Donc, en Suisse, hein, on a cette chance d'avoir même un métier qui nous amène à avoir un diplôme fédéral. Donc, il y a une structure, il y a un cadre, il y a un tronc commun aux 22 méthodes qui font partie de ça. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas après, avec chacun, avec sa méthode, d'éventuellement partir un peu trop loin. Donc, c'est pas toujours des idées reçues, parce qu'il y a effectivement en kinésiologie, comme dans d'autres, des dérives avec des gourous où les personnes finalement viennent comme clients, mais finalement se retrouvent à croire tout ce que le thérapeute leur dit, enfin le thérapeute dans ce cas-là, j'appelle pas ça un thérapeute, mais qui finalement va les amener à leur donner justement des affirmations en disant tu es comme ci, tu es comme ça. Il y a des fois des dérives aussi en kinésiologie, comme on peut aller chercher des informations du passé, où il peut y avoir des affirmations d'actes ou de choses qui se sont passées qui ne sont pas la réalité. Et là, ça peut créer une emprise. Donc, bien faire quand même attention à vers qui on va, de peut-être aller... C'est ça que je disais, d'être dans le jugement ou dans le dire c'est comme ça. C'est vrai que c'est un peu... Et là, c'est vraiment une posture à avoir. Donc, c'est une question d'éthique, finalement. Donc, certaines personnes l'auront et d'autres peut-être moins. Comme dans tout, voilà. C'est en thérapie complémentaire, enfin en thérapie de manière générale, on peut vite avoir ce rôle de gourou, entre guillemets, puisque la personne, certaines personnes arrivent dans une grande détresse. Donc, ils sont vulnérables. Ils sont vraiment vulnérables. Certains arrivent avec vraiment une grande vulnérabilité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des solutions. Donc, c'est vite fait de s'embarquer dans la toute-puissance de je suis le sauveur. Et puis voilà, donc c'est un... Donc ne tombez pas dans... donc faire attention, puis avoir confiance en son intuition. Si on ne sent pas un thérapeute, on a le droit de ne plus retourner chez le thérapeute. Et des fois, c'est pas évident si on ne se sent pas bien. C'est pas évident, et effectivement, d'être lucide. Et j'en ai fait l'expérience moi-même. Donc dans ma formation, on a une obligation d'aller voir des autres thérapeutes. Donc on a 24 séances sauf erreur sur les 3 ans de formation où on doit aller faire du travail personnel chez d'autres thérapeutes en kinésiologie. Et là, je me suis effectivement retrouvée chez une thérapeute qui, déjà dans la posture que j'avais sur la table et la hauteur derrière, debout, etc., avait déjà quelque chose d'un petit peu pas égalité. Et puis, elle m'a affirmé des choses. Elle a pris vraiment le lead, sans jamais me demander ou me poser la question du pourquoi, du comment. Donc à aucun moment du test, elle m'a dit mais ça, qu'est-ce que vous en pensez, c'est comment pour vous. Donc elle m'a pas du tout donné les rênes de ma séance, et j'étais en 3e année, donc j'étais pourtant déjà avancée, donc je savais ce que ça pouvait être, et durant la séance, je n'ai pas été capable finalement de dire stop. C'est pas évident, quoi. On est dans Mais du coup, tu peux ressortir de cette séance en étant plus mal que... Oui, d'ailleurs, ça a été le cas. J'ai dû faire une séance après séance pour me remettre de la séance. Ça, c'est un peu contre-productif. Mais c'était contre-productif, mais hyper intéressant pour moi, parce que ça me met ce petit signal d'alarme de ne pas tomber là-dedans. Parce que c'est effectivement, finalement, ce serait extrêmement facile
de tomber dans cette facilité. On a effectivement, comme toi, hein, des clients qui disent « Ah, ça va super, c'est grâce à toi ». Ils sont presque, ils vont se mettre à genoux, à te baiser les pieds. J'ai vu ça. Ah, j'ai vu ça. Ah. Pas jusqu'au bisou sur les pieds. Ah, voilà. Mais c'est clair que là, il faut aussi ne pas oublier de se dire « Non, non, mais stop. Oui, j'ai fait ma part, point. J'ai fait mon job. » Ouais, une personne... Alors peut-être avec du cœur, avec passion et avec, tout, mais voilà, avec toute l'envie que j'ai envie de faire bien mon job. Mais en tant que thérapeute, ce qui est important pour moi, c'est de se détacher de l'idée de sauver les gens. En même temps, c'est aussi notre travail. Toi aussi, ouais. à mon avis. On n'est pas responsable de la réussite de la séance. On est responsable du cadre qu'on y a posé. On est responsable de la partie que nous, on a donnée, mais en aucun cas, on est responsable de la réussite. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà avant avec le Reiki, puisque finalement, on dit, on met à disposition une énergie, on n'est pas responsable de ce que la personne en fait. Donc, si ça marche, tant mieux pour la personne, mais ce n'est pas grâce à nous, c'est juste on a mis du temps, c'est tout, c'est le temps qu'on a donné. Si ça ne marche pas, ce n'est pas à cause de nous. Si on l'a fait, bien sûr, avec professionnalisme, il y a toujours des feedbacks à avoir, mais oui. parce que peut-être d'un coup, il y a des choses... Alors, effectivement, on n'a pas le contrôle sur tout, donc ça serait bête de... Mais après, des on fois, peut se remettre en question, ouais. réadapter quelque chose, accepter effectivement que peut-être, justement, on est allé une fois plus loin que ce que la personne était OK d'aller, parce qu'on a cru que c'était OK d'aller un petit peu plus loin, ou des choses comme ça. Ça, c'est clair que ça peut... Je ne vais pas convenir à tout le monde non plus. J'ai une manière de travailler qui convient peut-être à certaines personnes et puis pas du tout à d'autres, parce que je creuse peut-être des fois un peu, parce que je mets le doigt sur des trucs. Et puis voilà, quoi. Ouais, puis la barrière est fine des fois, donc je pense... Oui. Est-ce que tout le monde peut bénéficier de la kinésiologie ou est-ce qu'il y a des contre-indications pour certaines personnes? Alors, tout le monde peut en profiter. Il y a juste quelques contre-indications par rapport à certaines techniques, notamment tout ce qui est point d'acupressure, qu'on ne va pas utiliser chez les femmes enceintes, chez les personnes qui, par exemple, ont un pacemaker. Voilà, donc c'est plutôt vraiment par rapport à, dans la kinésiologie, certains outils qu'on va utiliser ou non, suivant les pathologies. Voilà, donc, comme on ne va pas, avec une personne qui a un cancer, on ne va pas utiliser le système neuro-lymphatique, parce qu'on ne va pas stimuler la lymphe, par exemple. Voilà. Donc c'est simplement des... Mais c'est par contre une personne qui, par exemple, a un cancer, peut tout à fait venir faire de la kinésiologie comme thérapie complémentaire à ces traitements, parce que bien entendu, on ne va pas dire venez en kinésiologie, on va soigner votre cancer, et puis ne prenez plus vos traitements, donc ça non. Mais par contre, on peut la soutenir. C'est pour ça que c'est complémentaire finalement. C'est complémentaire, voilà. Ça se porte très bien ce nom, c'est vraiment complémentaire. Mais par contre, effectivement, avec une personne qui est en train de soigner un cancer, on ne va pas travailler avec certains de nos outils simplement. Mais on en a assez d'autres. Ouais, voilà. C'est sûr. Ouais. Puis pour les personnes qui ont un cancer aussi, de se mettre en mouvement a des effets aussi sur... clairement. Pendant la prévention, bien évidemment, pendant la maladie aussi, même si... c'est pas évident dans certaines situations, mais voilà, tout mouvement est bon à prendre. Exactement. Un pas est mieux que zéro. Et puis post-traitement, en rémission et tout. Et là, il y a vraiment des études qui sont effectivement, j'avais suivi une formation aussi à ce niveau-là. Du coup, c'est intéressant. Après, à nouveau, c'est mettre des chances de son côté. Ça ne va pas tout changer dans la maladie, mais ça aide beaucoup. Alors vraiment, nous, on va pour essayer, dans thérapie complémentaire, notre travail, c'est vraiment d'essayer de réduire au maximum les symptômes de certaines maladies, d'aider la personne aussi à l'acceptation de ce qu'elle est en train de vivre, parce que finalement, une personne qui accepte, qui est dans la résilience de l'épreuve qu'elle est en train de traverser, elle va la traverser de meilleure manière finalement. Et puis finalement, elle aura aussi des meilleures ressources si elle peut se défendre contre cette maladie. Elle aura les ressources qui seront activées par rapport à une personne qui se met au fond du trou et qui reste au fond du lit. Voilà. Tout à fait.
On arrive au bout de toutes les questions qu'on avait prévues, même plus. Hein, qu'est-ce qui était prévu sur ma feuille devant moi? Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager à nos auditeurs, auditrices? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Parfait, pas besoin de dire plus. Des fois, on veut faire des longs discours. Non, je parle déjà assez, ça va. C'est bien. Bon, en tout cas, il ne me reste plus qu'à te remercier d'avoir partagé cet épisode. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour en savoir plus à ton sujet et à Un temps pour soi? Alors, je suis sur Instagram, kinésiologie-Cotence, je crois. Sur Facebook aussi, c'est kinésiologie Reiki Cotence. Et puis, mon site internet, c'est christelstram.ch, avec un H. Ouais. On mettra aussi, de toute façon, les liens dans la description. N'hésitez pas non plus à aller aimer cet épisode, aimer Obsanté, nous mettre de la force pour ce Hopcast, pour nous continuer à nous motiver, aussi d'aller suivre sur les réseaux sociaux Christelle. Et je vous dis à la prochaine. Je te remercie encore une fois. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt.